Bien, donc, au chapitre 1, on a énuméré plein de problèmes d'aujourd'hui et de demain qui minent la rupture, sans rentrer dans les détails. Mais ne pas confondre agriculteur et un gars qui fait agribusiness. Aujourd'hui, je crois que c'est mieux le concept de agribusiness. On ne peut pas produire pour produire. Tu fais des tomates et puis tu n'as rien, et puis l'année prochaine encore, tu fais tomates. On produit pour avoir l'argent. Donc, chacun doit essayer de comprendre que la terre, là, a une valeur. À moi d'optimiser, de voir ce que je peux gagner aujourd'hui et demain. Il ne suffit pas de mettre en valeur aujourd'hui et puis rien le sol et demain il n'y aura rien. Ce ne sera pas productif. Donc, il faut comprendre comment valoriser ce sol-là. OK? On va aller au chapitre 2. Commencer à rentrer. Ah oui, donc il y avait des questions des types de questions que j'avais par rapport à ce chapitre-là. À votre avis, quel est le futur de l'agriculture de subsistance, comme nos parents faisaient là? Ils vont disparaître ou bien quoi? On produit pour manger là. Oui, disons, ça veut dire que tout ce qu'on produit pour la bouche, ouais. Il n'y a pas assez de terre. Tu as un hectare au plus. Qu'est-ce que tu peux produire pour manger et vendre? Parce que quand tu regardes la famille qui était de 8 personnes, maintenant on est 45. Ouais. Oui, c'est tout. Vers Korogo aussi, à force de produire coton, les terres même doivent être pauvres maintenant. Impact du changement climatique sur les principales cultures d'exploitation. Je crois que ça c'est des thèmes, des thématiques qu'il faut chercher de financer. Anticiper déjà quel sera le sort à notre cacao demain. Si il ne pleut plus assez, la sécheresse, la période sèche devient trop longue. Et puis, à mon avis, essayer de manger moins de riz. Ça nous coûte cher de prendre du riz. Manger des ignames, manger du cabato. Voilà, ça on peut le faire facilement ici. Il y a des gens même il faut gêner. C'est manger aussi. Ouais, mais il ne faut pas gaspiller. Faut pas... Mais le vrai problème, c'est même pas là. La transformation est inexistante dans notre agriculture. Quand il pleut, on produit tout et tout est là. Et si ce n'est pas bouffé, ça périt. On ne peut rien conserver pour la saison sèche. Même en cette période de saison sèche, il y en a qui veulent aubergines fraîches, qui veulent du gombo frais. Mais qui devait être sur le soleil en train de produire ça pour bien. Maintenant, il y a des solutions aussi. C'est-à-dire que tous les jeunes qui veulent faire de l'agribusiness, on va vers Boisflé, non. Le lac Kosso est là, non. Bien, on fait des serres géantes. Voilà, chacun a. Vous avez 5 fois 7 salles. Voilà. Produire de la tomate. Produire du combo. Mais il y a ton compteur sur le site là, et puis il y a ta facture CIE qui arrive après. Voilà. Est-ce que c'est sur l'agriculture au sol? Tu sais ce que c'est? Maintenant, il faut essayer d'évaluer les ressources en eau qui existent. C'est-à-dire sur le territoire là, quels sont les plans d'eau qui sont là? Il ne faut pas que demain ce soit asséché, pollué. Voilà. Et puis la transformation de nos produits. Bien, si on fait de l'anacarde,
Bien. Donc, vaut mieux décortiquer déjà pour que les paysans aussi gagnent un peu. Je crois que ça c'est en bonne voie. On décortique pas mal maintenant, mais il y a encore assez. Hein. La pluviométrie est assez erratique et imprévisible. Bien. Il pleut, c'est pas qu'il va pleuvoir encore, c'est pas ceci. Le paysan, c'est même pas. Il y a bien qu'il pleut aujourd'hui. Ah, est-ce qu'il doit planter ou pas? Si tu as planté, dans 3 semaines, il n'y a pas eu de pluie, tu as perdu, non? Réduction des effets néfastes de l'agriculture sur l'environnement. Bien. Il y a des parents qui utilisent des produits toxiques là. Ils ne savent pas trop la dangerosité de ces produits-là. À long terme ou à court terme, bien, ils les utilisent quand même parce que ça résout un problème. C'est un herbicide, ça tue les herbes que ça doit tuer. Mais, et après, ça va où? Et chaque année, tu en mets. Non, la 7e, à votre avis, si j'ai un hectare que je n'arrose pas, là, je peux produire 2 tonnes de maïs. Mais et si je veux produire 8 tonnes à l'hectare, comme chez les Blancs? Donc, on va regarder le maïs, les Blancs vont dans 8, 10 tonnes à l'hectare. Nous, on est dans 2, 3 ou bien 1,5. Pourquoi? Parce que nous n'irriguons pas, on n'a pas les engrais, on a des variétés, on n'a pas assez. Donc, pour lui, là, 10 tonnes à l'hectare, nos parents ont 2. Parce que n'ont pas les moyens, mais n'ont pas la technologie qu'il faut. Donc, il faut 5 fois plus de terre ici pour avoir ce qu'eux ils ont comme production. Donc, ça, c'était quelques questions pour le chapitre précédent. Chapitre 2, propriété hydrique du sol. Ça veut dire quoi? Hydrique veut dire. Oui, c'est-à-dire que c'est la propriété physique du sol, mais liée à l'eau. L'eau. C'est quoi un sol? Un sol, c'est quoi? Vous êtes géographe? Oui, je vais de formation. Non. Et de l'eau, non. Géologue. Géologue de formation. Ah, vous êtes géologue? Oui, monsieur. Donc, je n'ai rien à expliquer. On a fait géologie. Ah, d'accord. On a fait ça avec vous. Dans nos parcours. C'est quoi? Donc, c'est quoi un sol? C'est quoi un sol? Et surtout un sol minéral. C'est mieux, non? Et puis un sol minéral non remanié. Le sol, c'est quoi? C'est la terre. Et quand nos parents disent la terre, il veut dire quoi? Et puis le sol, ça veut dire quoi? La terre. Oui, pour toi, la terre, j'ai la terre, j'ai la terre, j'ai la terre. La terre, on peut dire que c'est la position géographique sur le globe. Ça, c'est la terre. C'est-à-dire que c'est comme il y a un coordonnée X, Y. Ça, c'est un peu noir derrière dedans. Mais le sol. Le sol, mais le sol, c'est quoi? Oui, c'est une roche. La roche qui s'est décomposée. Voilà. Donc, le sol minéral, c'est-à-dire que c'est une roche c'est dégradée soit là ou bien déplacée de ceci, mais c'est une désagréation d'une roche. OK? Non remanié, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait bouger, etc. D'accord? Donc, si nous considérons un sol minéral non remanié, composé, on va supposer qu'il y a 3 éléments. Donc, si vous prenez une boîte ici, vous prenez un petit cube de la partie minérale, il y a des cavités. Ces cavités,
il y a l'air qui est dedans. Où est l'eau? Donc, de façon symbolique, de façon simple comme ça, on va dire que le sol minéral est composé de la matière minérale qui est quartz, ce qui est voilà, l'air et puis l'eau. W ici, c'est en anglais water. Ouais, c'est l'eau, water, air, and solid. Donc, si je prends un volume comme ce panier, que je l'enfonce, je le retourne. OK, donc le volume total que j'ai, n'est-ce pas, sera composé du volume de l'eau, du volume de solide et du volume d'air. OK, donc mathématiquement, c'est comme ça, on va l'accepter. Et puis, il y a des concepts qu'il faut nous donner. La densité apparente. Quand on parle de densité, ça veut dire quoi? La densité de l'eau, c'est quoi? L'eau et l'huile, qu'est-ce qui est plus dense? C'est l'huile. Quand tu mets l'eau dans l'huile, qui? Non, c'est l'eau. Et l'huile en haut. Mais quand tu prends une pièce de 100 francs, tu mets dans l'eau. Tu veux venir ici? Donc, c'est si l'un qui flotte par rapport à l'autre, ouais, c'est ce qui est dense. Donc, la densité apparente, ouais, c'est une notion de masse sur volume. M, c'est masse, V, c'est volume. OK? Donc, on l'a défini comme ça. Hein. C'est la masse des S seulement sur le volume total. Ouais, c'est la masse seulement des solides. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas dedans. L'air, ça ne pèse pas grand-chose. Donc, ça veut dire que l'eau n'est pas dedans. Pour que l'eau ne soit pas dedans, il faut faire quoi? S'il faut chasser l'eau, donc il faut faire quoi? Vous avez un sol humide, vous voulez enlever l'eau, vous faites quoi? Si je prends de la terre dehors ici, séché. Donc, vous prenez un volume de sol, vous le séchez comment? Il faut faire tout l'eau. On le sèche comment? Au soleil. Donc, on le met au four, voilà, peut-être à 100 degrés, 24 heures, peu partout. Et puis, on pèse le sol et la boîte. On pèse la boîte, on fait la fraction. Et puis, on a la masse du solide. Et puis, on divise par le volume du solide. On va l'appeler la densité apparente du sol. OK? Ça, c'est... Ça peut aller? OK. Maintenant, la densité des solides. Là, on ne divise plus sur le volume total du sol, mais c'est les solides sur les solides. C'est la masse des solides
sur le volume des solides, occupé par les solides seulement. OK? Donc, vous voyez que VS est plus petit que VT. Donc, VS est plus élevé que... Donc, la densité des minéraux comme quartz, c'est plus élevé que sur le sol. Donc, on a ceci, la densité des solides. La porosité. La porosité, c'est quoi? Oui, les cavités, autres, n'est-ce pas? Donc, la porosité, c'est la fraction du volume du sol occupé par l'eau et l'air. Donc, volume de l'eau plus volume de l'air sur volume total. Donc, c'est volume total moins ça. Donc, c'est 1 moins ceci. Et 1 moins, et en fonction de ce qu'on a défini là-bas, là, la porosité du sol, c'est 1 moins la densité apparente sur la densité des solides. Vous voyez ces calculs-là. Donc, on a des variables, des paramètres qu'on a qui vont nous permettre de comprendre comment l'eau se comporte dans le sol. Donc, on a densité apparente d'un sol, on a la porosité. Et avec ces mots-là, avec ces variables-là, on va décrire le comportement des sols. Quand le sol est compacté par des machines agricoles, la densité des solides n'est pas affectée, contrairement à la densité apparente qui augmente car VT devient plus petit. Bon. Si vous labourez, une grosse machine de caterpillar vont passer dessus. Bien, ça va réduire le volume du sol, ça va compacter. Donc, le VT là sera plus petit. S'il est plus petit, c'est-à-dire que si elle devient grand, la porosité. Donc, si vous labourez avec les grosses machines là, vous laissez moins d'air, les cavités là seront plus petites. Et là, ça peut jouer sur l'infiltration de l'eau. OK? Bien. Maintenant, l'humidité du sol. Il faut pouvoir exprimer. On peut l'exprimer en termes de volume. C'est la quantité d'eau, c'est le volume d'eau qu'il y a dans le sol, divisé par le volume du sol. Donc, ça, c'est la notion, la définition volumétrique de l'humidité. Donc, si vous voulez estimer l'humidité du sol, ça fait sol, c'est la quantité d'eau il y a. Volume de l'eau qu'on peut extraire du sol divisé par le volume du sol. Si c'est masse sur masse, il y a la définition gravimétrique. Les deux sont là, même si généralement on est beaucoup plus habitué à prendre la notion volumétrique. Donc, mais pour quelqu'un veut cultiver, quelqu'un veut irriguer sa plante, est-ce que la plante qui est là, qui pousse, est-ce que c'est la quantité d'eau qu'il y a dedans qui nous intéresse, ou bien l'effort que la plante doit faire pour prendre l'eau qui est dans le sol? À votre avis, qu'est-ce qui est plus important pour le planteur? C'est la quantité d'eau qui va comptabiliser. On dit, ouais, qui a accès à 5 millions. 5 millions. Ce qui est important, c'est quel effort je dois fournir pour pouvoir avoir accès à cet argent. C'est l'énergie qu'il faut pour prendre cet argent du sol. L'eau est dans le sol. La plante qui m'intéresse, moi, en tant que planteur,
il faut que la plante aille chercher l'eau dans le sol. Donc, tu m'en fous. On dit, ton pote a laissé 5 minutes, et puis tu vas me voir. Voilà. Donc, la notion d'énergie de l'eau du sol est beaucoup plus proche de celui qui veut irriguer. Il verra quel effort la plante doit fournir pour avoir de l'eau. Il y a le sol, il y a assez d'eau. C'est-à-dire que si on veut voir l'eau qui est dans la cavité là, mais la plante n'a même pas accès, elle ne peut même pas tirer. Même. Parce que c'est tellement lié à la matrice minérale là, que la plante, oui, tu as 5 milliards en mais comme tu es enfant, tu ne peux pas réclamer. Donc, il y a une définition aussi de l'humidité qui, en termes d'énergie, le potentiel de l'eau, c'est l'énergie que l'eau possède pour effectuer certains travail. Okay? Donc, il y a beaucoup de facteurs qui affectent l'énergie de l'eau. Ou bien, cette énergie-là est sous plusieurs formes. Il y a la gravité. Mettez de l'eau ici. L'eau, c'est un bien fluide. Il coule. On dit, et du haut vers le bas. Dû à la gravité. La gravité aussi. Mais est-ce que c'est seulement la gravité? L'eau aussi est bipolaire, plus ou moins. Donc, il y a les molécules aussi qui s'attirent, qui sont attirées par les extrémités des argiles. Là. Donc, il y a l'attraction, il y a pas mal de choses. Donc, quand vous prenez une mousse, vous trempez la mousse, c'est bien imbibé. Quand vous la tenez comme ça, il y a de l'eau qui coule. Ça, c'est vraiment aucun effort, ça coule. Vous pressez légèrement, et au fur et à mesure que vous pressez, vous devez presser encore plus fort pour avoir la même quantité. Okay? Il faut fournir plus d'énergie même pour même sortir une seule goutte. Okay? Donc, quand on retire l'arrêt de la bassine, l'eau déborde et coule facilement. L'eau de la mousse a un potentiel élevé. Donc, c'est le potentiel de l'eau qui est dans la mousse. Là. Donc, plus vous essorez, et plus il devient plus difficile d'extraire cette eau. Okay. Donc, quand vous comprenez bien cette image-là, donc, quand la plante va commencer à extraire du sol et que vous n'amenez rien, la prochaine séance, la plante va multiplier, faire plus d'efforts pour extraire plus. Et vous n'irriguez pas, ça devient un peu plus grave. Donc, quelqu'un qui agonise, on lui donne plus d'efforts pour prendre encore. Donc, si le stress risque commande que vous ne réagissez pas, vous n'allez pas attendre trop longtemps pour voir votre plante KO. Si c'est des plantes qui n'ont pas accès à une profondeur très élevée, où ils ont accès à beaucoup plus d'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous avez une plante dont les racines sont à la surface, donc ils n'ont pas assez d'argent dans leur compte, ça va? Ok.
Ok, d'accord. Donc, je disais, l'humilité, c'est, vous pouvez l'exprimer sous deux formes. En termes d'eau disponible. C'est-à-dire que si je veux prendre le sol, extraire l'eau, là, mesurer combien de litres c'est, je connais l'humidité. Cette forme, c'est bon. Je sais combien de quantité d'eau il y a dans le sol. Mais ce n'est pas tout ce qui est dans le sol là que la plante peut extraire. Donc, savoir qu'il y a X litres dans le sol disponible ou pas, peut-être pas encore disponible, dans le sol, ça dépasse la plante a accès à tout ça. Donc, pour mieux voir l'humidité sur le terme, quel effort la plante doit faire pour prendre l'eau qui est là. Donc, c'est en sachant l'état d'énergie de cette eau qui est dans le sol là, c'est plus important à la plante que savoir quelle quantité d'eau il y a. Parce que vous comprenez. Il est plus facile, soit de gagner peut-être 1000 francs en faisant ceci qu'en faisant ceci. Même si les deux, se donnent 1000 francs la peine. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de connaître en termes d'énergie quel est le niveau d'énergie de l'eau qui est dans le sol. C'est très faible, donc c'est négatif. C'est-à-dire que la plante doit exercer beaucoup plus d'efforts pour pouvoir extraire ceci. Donc, c'est la même chose qu'on connaît la mousse. Vous le bio sortez, l'énergie de l'eau qui est dedans là, c'est très élevé. C'est-à-dire que ça coule facilement. On dit élevé, il n'y a pas grand effort. Voilà. Ça ne peut pas couler. Maintenant, quand les forces gravitationnelles, ce qui est dans le champ de gravitation, quand l'eau va couler, ça va être. Maintenant, l'eau qui est à l'intérieur de la mousse, avec l'attraction, les répulsions, les molécules d'eau là, pour que se tiennent à l'intérieur. Okay? Plus pressé, donc vous mettez de l'énergie, vous mettez de l'énergie qu'il y a dans la mousse. L'eau qui est là, il n'a pas cette énergie pour bouger facilement. Il est collé dans la mousse. Pressez encore, l'eau qui est dans la mousse qui reste. Il est encore plus difficile à extraire. Okay? C'est comme une mousse que vous avez laissée sur la table ici. Là. Il y a plus de l'eau dedans. Parce que c'est un équilibre avec l'eau qui est dans l'air. Est-ce qu'on a déjà laissé un pain au salon jusqu'au lendemain? Vous n'avez pas laissé un morceau de pain et le comment? Il est mou? Non, c'est dans le jus. Pourquoi? Pourquoi? C'est que tout ce que l'eau s'est retirée. Ah, d'accord. Donc, dans le pain qui vient de cuire, il y a beaucoup d'eau dedans par rapport à l'air qui est ambiant. Donc, l'eau, c'est vapeur. L'eau quitte le pain. Jusqu'à ce qu'il s'équilibre avec le milieu où il est. Au milieu où vous avez là, il n'y a pas assez d'eau dedans. Donc, et l'eau qui est dans le pain, faible énergie. C'est-à-dire que faible énergie, il n'est pas assez libre de se mouvoir. Donc, ce sont ces types d'énergie-là qui retiennent l'eau dans le sol, là, qu'on décrit ici. Donc, c'est le potentiel total qui est la somme des potentiels gravitationnels, matriciels, osmatiques et puis pression. Pression, l'eau, ce qui est en haut, une pression sur ce qui est en bas. OK?
gravitationnelle, c'est ça. L'eau, comme tout objet aussi, est soumise à la gravitation. La Terre attire tout vers son centre. Donc, il y a un champ gravitationnel qui est là. Osmotique aussi, même si c'est un peu faible. Si vous avez une solution de l'eau avec un peu de sel d'un côté, puis de l'autre côté, il y a de l'eau sans sel, avec une membrane perméable au milieu, vous allez voir que l'eau va passer côté où il y a assez de sel. Okay. Parce que le potentiel de l'eau, quand vous mettez de l'eau pure, des grains de sel, le sel va se dissocier. Na+, Cl-. Et puis autour de cette molécule-là, comme l'eau est bipolaire, on va commencer à les molécules de Na+, commencer à attirer des OH-, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a moins d'eau disponible, d'eau libre, et l'eau va couler dans ce sens. Ça, c'est le potentiel osmotique. Donc, il y a au moins 4 potentiels qu'il faut connaître pour pouvoir avoir le potentiel total. Et ces calculs-là, bien, nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut savoir que le potentiel total de l'eau, c'est celui qui va nous dire si l'eau va couler d'un point à un autre. Ok? À votre avis, dans quel sens coule l'eau? Quand vous voyez les rivières, pourquoi ça coule dans le sens que ça coule? Est-ce que ça peut couler dans l'autre sens? Quand vous regardez une rivière, ça coule comme ça. Pourquoi est-ce que ça peut aller comme ça? C'est la cartographie du la topographie. Oui, tout ça, c'est ça là. C'est la somme de tout ça là, à ce point-là, qui va te dire. Et généralement, les cours d'eau comme ça là, c'est le gravitationnel. Ouais. C'est plus en amont ici. Donc, ouais, celui-là n'existe pas parce que c'est saturé. Les ions, c'est pas grand-chose. Et puis, peut-être un peu de sable. Mais c'est celui-là, la somme de tout ça là, à ce point, en un point A et en un point B. Il fait la différence. L'eau va couler d'un endroit où son potentiel est plus élevé vers l'endroit où son potentiel est plus faible. Ça, c'est en termes d'écoulement de l'eau. C'est le potentiel de l'eau seulement qui permet de savoir ça. Donc, tout ce qui est propriété hydrique sur l'écoulement, vous avez la loi de Darcy, voilà, toutes ces choses-là. Oui, en hydro. Donc, vous avez parlé du potentiel de l'eau. Oui, j'avais OK. Bien. Donc, vous avez votre sol. Il y a 2 états possibles. Saturé ou non saturé. Saturé, ça veut dire quoi? Les cavités que vous avez vues là, il n'y a plus la place pour l'air. C'est rempli d'eau. Ça veut dire l'air a été chassé. Donc, la porosité, c'est égal au volume d'eau.
toute la porosité occupée par l'eau. C'est l'étage. En dehors de ça, c'est non saturé. Monsieur, dans nos cas, on a des questions. Comment on fait pour faire pour avoir les vapotes transparents de l'eau? Non, il parlait des vapotes circulation. Comment on peut voir ça? Ça, c'est un peu. Comment on va comprendre? Non, pour le moment, non, pour le moment, je vais citer le contexte agricole dans lequel on est. Pour pouvoir justifier pourquoi on doit irriguer. L'irrigation, c'est pas un truc. Maintenant, il faut comprendre les propriétés hydriques du sol, comment l'humidité se mesure et autres. Et puis prochainement, on va rentrer en plein pied dans l'irrigation. Voilà, maintenant, dans l'irrigation, à quel moment il faut irriguer? Même vous, à quel moment vous buvez? Juste dans la soif. Mais c'est programmé pour boire. Non. La plante aussi, il ne peut pas aller boire et puis revenir. OK. Donc, on a saturé, et généralement, la saturation, c'est de courte durée. Vous n'allez pas avoir, à moins que ce soit une zone inondée, quoi. Et là, c'est dangereux pour l'agriculture. Si votre champ est inondé, parce que la plante a besoin de respirer aussi. C'est trop irrigué un peu trop longtemps, c'est pas bon. Sauf les zones marécageuses, ou bien c'est le riz qui est un peu une culture un peu bizarre. Ça peut bien pousser, irrigué ou non irrigué, en plein eau. Et puis, l'état de non saturé. Dans le cas de non saturé, il y a deux états qui vont nous intéresser. Ces états-là, c'est ceci. Quand le sol est saturé, le potentiel M matriciel là n'existe plus. C'est-à-dire que les cavités sont bien remplies. C'est le coût optionnel. Je ne vais pas voir ça. Vous n'êtes que deux. Non, mais je pense que c'est. Il y en a une. Ah, d'accord. Chapeau. Donc, ce potentiel matriciel-là, c'est celui qui est dû aux argiles, c'est-à-dire aux solides, n'est-ce pas? Donc, ce qui est ion, qui provient des roches, des minéraux, là, affecte l'écoulement de l'eau. Mais quand c'est bien rempli, quand les pores sont bien remplis, bien, les parois n'ont plus d'effet. Ça coule au milieu et puis l'eau passe. N'est-ce pas? Mais quand ce n'est pas saturé, que c'est les films d'eau qui sont au bord des solides, là, l'écoulement est affecté par ça. Donc, quand c'est saturé, lui disparaît. Lui, s'il n'y a pas assez d'ion, c'est celui-là qui devient important. Cavité. Ouais, comme dans les cours d'eau et consort. OK? Mais quand c'est saturé, non, quand c'est pas saturé, presque tout cela, c'est celui-là qui devient prédominant. Monsieur, en Côte d'Ivoire, en Yama, la soif, nous avons il n'y a pas de quartier. Et supposons que dans nos projets, on va dans un pays où il y a des quartiers. Comment calculer cette encore la quantité d'eau que
C'est ça. Ok. Oui, monsieur. Alors, finalement, les seules décisions ne sont un peu argileux. C'est en Côte d'Ivoire. Maintenant, il n'y a pas de caractère. On regarde aussi, c'est des parties qui construisent sur les différents sols. Non, c'est bien. On n'est pas encore dans la propriété je ne peux pas encore finir la propriété du sol. Oui, chaque type de sol. Oui, en quoi la propriété de chaque sol affecte l'irrigation du sol. OK. Donc, quand c'est saturé, on sait, tout est plein. Quand c'est pas saturé, il y a deux étapes seulement qui nous intéressent. Il y a un état qu'on appelle la capacité au champ. On a défini un mot, la capacité. Et puis le point de flétrissement permanent. Deux concepts qu'on a voulu. C'est-à-dire que quand le sol est saturé, après une pluie par exemple, vous laissez soit 2-3 jours, puis la gravité fait son affaire, et puis ça cesse. Donc il y a cette étape-là qu'on appelle la capacité au champ. C'est-à-dire que les époulements, vous ne sentez plus d'époulement d'eau dans le sol. Après, ça, c'est la capacité au champ. Vous prenez la teneur de l'eau à cette période-là, et vous avez la teneur d'eau à la capacité au champ. Et on a défini encore un autre état assez sec, on appelle le point de flétrissement permanent. C'est-à-dire que peu importe la plante, si l'humidité du sol atteint ce niveau-là, de façon irréversible, la plante est grillée. Il n'y a plus possibilité de la plante de vous arroser, mais c'est déjà mort. OK? Donc, on a défini ces deux étapes-là pour pouvoir décrire. Le point de c'est lorsqu'il n'y a plus d'eau. Ça veut rien dire, il n'y a plus d'eau. Il y a toujours de l'eau. Bien, mais je vais venir avec. Voilà. Avec ce diagramme-là. Avec cette figure-là, pardon. En bas, là. En bas, noir. S'il n'y a plus d'eau là, théoriquement, ça est ici. C'est ça, on a mis ici. Zero moisture. Supposons que je prends le sol, je prends une mousse. N'est-ce pas? S'il y a zéro sol et zéro eau, humidité zéro, on est ici. N'est-ce pas? Ici, c'est-à-dire que c'est saturé. Ici, là, c'est le ruissellement. N'est-ce pas? C'est comme un sol. Il y a ruissellement quand il y a de l'eau au-dessus du sol. Donc, ça, c'est le ruissellement. Saturé, on est ici. Théoriquement, zéro humidité, on serait ici. Mais si c'est, comme vous parlez du pain, là, si c'est l'eau hygroscopique, c'est-à-dire qu'on a laissé à l'air, on est ici. Donc, il y a quand même un peu d'eau. Quand c'est à l'air, zéro ici. Voici le point de flétrissement permanent. Il y a de l'eau, mais la plante ne peut pas prendre cette eau. Comme je te dis là. Oui, c'est un enfant, les milliardaires ne peuvent pas laisser là-dedans là-bas. Oui, c'est pour lui, mais il ne peut pas. Donc, c'est un état qu'on a défini à 15 bars. Quand la pression qu'il faut exercer pour tirer cette eau-là, c'est de 15 bars, sachant que. OK, donc c'est très élevé.
Donc, la plante ne peut pas arriver là. Donc, si l'état hydrique du sol est à ce niveau-là. Mais c'est pas sur les racines. Non, c'est un état en affaire pour toutes les plantes. Il y en a qui meurent même en dessous de ça. Oui, les plantes n'ont pas la même capacité de. Oui, il y en a que des racines. Oui, ça veut dire qu'aucune plante n'arrive ici. Il y a des plantes, déjà même ici, sont déjà grillées. Oui. Donc, c'est un point qu'on a défini comme ça. Le point permanent de flexion. C'est-à-dire que quand l'humidité de l'eau, du sol, atteint cet état critique-là, la plante ne peut plus faire de nutrients. Oui. Et puis, quelque part ici, oh non, avec ou bien, disons, ça c'était fait dans un autre cas. Supposons que la capacité au champ est ici, n'est-ce pas? Donc, la quantité d'eau qui est disponible à la plante sera quoi? La capacité au champ plus moins le point de flexion permanent. Ça qu'on appelle la réserve utile. C'est dans ce cadre-là, dans ces deux états-là, l'eau qui est là, cette eau-là, à laquelle la plante peut théoriquement accès. C'est comme un compte à banque. C'est un maximum. Ça ne veut pas dire que je vais te laisser jusqu'à venir grignoter, tu dois rester 10 francs avant de distribuer. Et de la plus en compte. Si vous laissez votre plante arriver jusqu'ici, vous jouez avec le feu. N'est-ce pas? Donc, vous n'allez pas laisser votre plante arriver jusqu'à une période critique. Donc, il faut voir à quel moment je dois envoyer quelque chose et combien pour ne pas déborder. Et puis, la plante va tenir combien de jours? Combien il dépend chaque jour aussi, dépend aussi de l'extérieur et du climat. S'il pleut, ton compte est déjà rempli en bande. Pourquoi je vais irriguer encore? Mais il peut pleuvoir et puis il n'a rien. Ce n'est pas une pluie efficace. C'est tombé, c'est reparti. Parce qu'il y a beaucoup d'eau et en même temps ça a ruisselé et puis ça dit que, parce que vous voyez ça, il pleut, mais quand vous regardez, une heure après, c'est comme si tout est reparti. Ça s'est évaporé. Donc ça, ce n'est pas les pluies efficaces. Donc il faut évaluer les pluies, si elles sont efficaces ou pas. Et si je remplis ton compte jusqu'ici, combien de jours tu vas tenir? Moi aussi, je ne vais pas venir chaque jour irriguer comme ça. Ou bien si je veux. C'est-à-dire que si tu as 10 francs, je te donne 10 francs. Non. Ou bien je te donne 100 francs, et puis chaque jour tu mets 10 francs, et puis tu sais que 9 jours, c'est là presque fini, non? Donc, c'est ça, on va couvrir justement dans l'affaire d'irrigation. Mais il faut définir certains paramètres aujourd'hui. Donc, la capacité au champ, c'est l'eau et le sol. Un sol bien saturé, par laisser bien drainer sur 2 ou 4 jours, jusqu'à ce que tout ce qui est force gravitationnelle là disparaisse. Donc, il n'y a plus d'écoulement vertical. Et l'humidité du sol à ce moment-là, si c'est mesuré en termes de volume
ça devient la capacité, le volume, non, l'humidité du sol à la capacité au champ. Okay. Donc, vous voyez que ce ne sera pas la même chose pour tous les sols. Un sol sableux, quand on mettait de l'eau, ça va vite. Et après quelques heures, c'est arrêté. La capacité au champ est déjà. Mais si c'est un sol argileux, ça ne descend pas vite. Là. Ça prend des jours, et puis ça marine assez d'eau. Ouais, non. Donc, l'humidité, la capacité au champ, ça a quelque chose à voir avec la texture du sol. Mais le point de fraîchissement permanent, lui, il est mesuré, c'est l'humidité du sol quand la pression appliquée est de 16 bars. C'est-à-dire que vous prenez le centre du sol, vous le soumettez, vous pouvez extraire pression de 15 bars. Vous pouvez extraire l'humidité qui reste là. Ça appartient du niveau de la mer. Le niveau du sol, c'était de la mer. Les 15 bars de pression. Ou bien c'est dans tous les sols qu'il faut exercer cette pression. Non. Je demande si. Non, tu peux échantillon le sol. Et tu mets dans une chambre. Les pluies là, c'est combien? Pour les comptes, là, combien? C'est fort. Les pluies de voiture aussi. C'est du lait qu'on a. Et je pense qu'on est bas. C'est qu'on a. Mais là, il faut voir que 15 bars appliqués à ce sol-là pour faire sortir l'eau. C'est à ce moment-là que vous avez le point de flottissement. Et à ce niveau encore, il y a plus d'eau même que quand vous laissez à l'air libre et des jours. Okay. Donc, une fois que vous avez l'humidité à la capacité au champ, l'humidité au point de flottissement permanent, vous pouvez avoir une idée. La différence là vous donne la quantité d'eau maximale à laquelle la plante a actuellement accès. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que si on veut voir, voici l'eau que tu vas extraire de ce sol. Parce que vous voyez. Donc, ça, c'est des terminologies qu'il faut comprendre. Et quand viendront les calculs, vous savez où on a pris, ce que ça veut dire, ce que ça représente. Sinon, le volume à la saturation, comme dans les équations qui sont données au début là, voilà, ici là. Donc, théoriquement, si vous voulez calculer le volume de l'humidité à la saturation, de façon pratique, vous faites comment? Vous faites tout là-haut, ou la service. Comme on est Une échantillon de. C'est comme si vous prenez une boîte comme ça. Donc, vous enfoncez,
détaillé. Donc, vous avez ce volume VT. Pas? Maintenant, maintenant, vous ne recevez pas. On exerce une pression de 15 bars pour pouvoir. Non. À la saturation. Non, à la saturation. Hein? À la saturation, on voit qu'il n'y a pas de port vide. Et de port vide, il n'y a pas de port vide à la saturation, tous les ports sont. Oui, mais on voit que l'eau avec il est dans le sol. Mais pour calculer un type de l'eau. Vous connaissez le volume du récipient. Ça, c'est VT. Quand je mets le sol, une partie plus par le solide, un peu d'eau, puis de l'air. Maintenant, est-ce que c'est saturé? non, quand je prends là. Maintenant, si je veux saturer, je peux quoi? Ce sol là. Je remplis pour chasser tout ce qui est air. Donc, une fois que c'est saturé, n'est-ce pas? C'est le volume qui est là. C'est le volume S et W seulement. Non. Le A a été chassé. C'est solide et l'eau qui reste. Donc, toutes les cavités sont remplies par de l'eau. On a la saturation là. OK? Donc, c'est ce volume d'eau là, je par le VT là, qui donne la saturation. Okay. Donc, la quantité d'eau là, si je veux, je peux mettre le four et puis chasser. Après, je fais la différence pour savoir, n'est-ce pas? OK. Donc, vous pouvez calculer le volume à la saturation. À la capacité au champ, il faut saturer le sol et puis laisser drainer. Okay. Plus souvent, si le sol est sableux, ça coule vite là. Il y a quelques heures, mais si ce n'est pas. Donc, vous laissez 2-3 jours. Maintenant, on prélève le sol et on mesure la quantité d'humidité qu'il y a dans le sol là. Ça, c'est à la capacité au champ. Au point de fléchissement, là, il faut un appareil spécial pour pouvoir presser ce sol-là 15 bars et pouvoir l'humidité qui reste dans le sol là à cette pression. Donc, on n'arrête pas le tas. Donc, si vous voyez bien dans cette équation-là, à la saturation, là, toute la porosité est occupée par l'eau. N'est-ce pas? Donc ça, c'est ça, on cherche à la saturation. Là. Voici l'eau qu'il y a. La fraction de l'eau qu'il y a, c'est ça. 1 moins ça. Parce que non, dans ce cas. Ça, non? Oui. C'est ça. Ouais, quand c'est rempli d'eau, ça là, c'est égal à ça. L'air a été chassé. Donc, à la saturation, voici le volume, les portions d'humidité qui sortent. Tout ce qui est porosité est occupé par l'eau. Okay. Donc, si vous connaissez ça, vous connaissez l'humidité. Mais généralement, on ne fait rien avec parce que qui veut laisser sa plantation est inondée. Ouais, parce qu'il y a des problèmes respiratoires, les micro-organismes vont disparaître, les plantes seront plein de choses. La respiration est coupée.
L'enseignement, Oui. là, on va l'enseignement. Hein? L'enseignement, là, pour faire quand c'est minutes, on va arriver. Comme on a perturbé un peu là, bien, peut-être dans 10 minutes, on va arrêter. Donc, la réserve utile en eau, en anglais, ce qu'on appelle available water capacity. Et ceci, c'est entre ces deux états-là, comme on a dit, là, la capacité au champ, l'humidité à la capacité au champ, qui est ici, et puis l'humidité au point de fléchissement. On fait la différence, ça donne la quantité d'eau disponible en théorie pour la plante. On appelle réserve utile. Et comme dans le cas de la mousse, là, il nous a dit, quand la mousse est bien humide, on appuie un peu, l'eau sort facilement. Parce que la marqué ça. Mais quand la mousse, vous avez pressé 5 fois déjà, à un moment, quand vous pressez, rien ne sort. Il y a plus de l'eau. Donc, ça veut dire quoi? Quand on est proche de la capacité au champ, la plante est à l'aise. C'est plus facile d'extraire l'eau. Ça devient plus compliqué, plus ça devient sec. Donc, si vous laissez trop de jour, vous devrez la plante beaucoup plus d'efforts pour extraire de l'eau. Donc, si vous avez arrosé aujourd'hui, vous laissez 14 jours, 15 jours, 20 jours, et que les conditions sont que la plante va commencer à avoir assez de problèmes. Donc, vous avez des choix à faire. Est-ce qu'il faut donner un peu souvent, ou bien laisser longtemps et donner un coup? Est-ce que vous voulez votre emploi de poste chaque jour 100 francs? Tous les 100 francs, de 200 francs. Donc, vous voulez cette fréquence de 1 jour là, ou bien vous donnez 1000 francs, et puis c'est dans 10 jours, vous allez le voir. Vous préférez quoi? C'est-à-dire que chaque jour qui est dans le champ, mais l'avantage aussi, je suis fatigué là, mais l'avantage aussi, la plante est toujours à l'aise. Moi, j'ai un peu ce qu'il a dépensé, on donne en même temps. Voilà. Donc, pas trop d'efforts pour. Mais s'il attend 9 jours, plus ça devient critique là, c'est compliqué pour tirer. Voilà. Donc, si le 8e jour, tu es au final, tu as t'attendre, et tu ne peux pas l'arroser, quand tu es tombé dans 12 jours, c'est mort là. Donc, c'est ça aussi, les fréquences d'irrigation, on va calculer ça après. Voir un peu. Si tu vois que les gens sont dans les hors-sols aujourd'hui, c'est bien ça. Permet de donner des petites doses assez fréquentes là, que de vouloir attendre beaucoup longtemps. Mais c'est des stratégies dépendant de la spéculation et puis de combien, ça disait, vous voulez faire l'agriculture ou vous voulez faire l'agribusiness. Parce que c'est ça. C'est agribusiness, on ne fait rien pour rien. Il faut que les dépenses. Donc, il y a des chercheurs aussi qui ont donné cette équation-là. Cette équation qui permet d'estimer l'humidité au point de flétrissement permanent en fonction seulement de l'humidité à la capacité au champ. Bien. C'est une équation, je ne sais pas si c'est valable pour beaucoup de sols, mais déjà au moins,
si on n'a pas l'instrumentation pour mesurer l'humidité au point de flottissement permanent, ceci nous permet d'avoir au moins une estimation. Okay. Donc, voici quelques exercices, mais j'ai une table de questions. Essayez d'y penser et faire à la maison. Essayez de prélever un sol minéral non remanié avec les boîtes de tomates là. OK. Déterminez la densité apparente. N'essayez pas de rester trop dans les herbes. Ouais, décaper un peu le sol, laisser les parties légèrement les racines. Détermine la densité apparente. Vous n'avez pas de balance. Hein? Sinon, la porosité, les teneurs en eau, la saturation, ça, c'est des choses qu'on peut s'amuser à faire un peu à la maison. C'est des balances électroniques. Là. Il faut peser, c'est tout. Et puis, calculer la profondeur dans la réserve utile et autres. Est-ce que ces caractéristiques varient dans le champ? Avec la topographie, les sols varient. Donc, dans le même champ, là, ce n'est pas sûr qu'une seule valeur soit suffisante. La topographie modifie les sols. Et puis, il existe, je vous ai dit que l'eau va couler d'un point A vers un point B selon que dans le sens potentiel élevé vers potentiel. Bien. Ça de l'eau? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ah, de l'eau. Pas un peu. Est-ce que c'est l'eau dans la boîte? À un point au milieu et un point en bas, est-ce que le potentiel de l'eau est le même? Non. Non, oui. Non, oui. Je me sais. Un point A, un point B. Dans la boîte. Oui, où il y a le liquide là? On met de la terre. Oh non. Non, on prend le cas de l'eau, c'est même pas dans le sol. On prend un fluide comme ça. Bien. Ce point, un point quelque part ici, un point qui est ici. Vous pensez que le potentiel de l'eau à ce point A, ce point B là, c'est la même chose? Non, pour ça, puisque ici, l'huile est en profondeur. Mais je vous ai dit que s'il y a différence, c'est qu'il y a un coulement de l'ensemble. Est-ce que ça écoule? Non, mais ça ne peut pas. Pourquoi il y a différence? Donc, il n'y a pas de différence. Parce que tu regardes un seul paramètre de potentiel est gravitationnel. Ça va être gravitation. Voilà. Ce qui est ici, là, ça fait sur lui. N'est-ce pas? Cette couche d'eau-là, une pression sur ça. Donc, si on prend une référence gravitationnelle, soit 0 quelque part ici, là, Z, ce point-là, cette distance-là, c'est là. Mais ce n'est pas seulement gravitation, il y a la pression aussi. Il faut voir que
la personne ici, le mec ici. Donc, on va faire la même chose. S'il y a des différences, il y a pas d'autres problèmes. D'un point vers l'autre. Mais il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que, en tout point, on va savoir. Oui. Ça peut. Mais quand c'est un dialogue direct, c'est ça peut se faire au bureau même. Il n'y en a pas en ligne, mais il y a un gars. Il y a Kouwata qui est en ligne. Oui, il y a un qui est en ligne. Kouwata, il est encore dans ces trucs-là. C'est quoi pour nous? Ah, d'accord, je pensais qu'il était avant. Non, si. Kouwata, c'est un invisible. Depuis on a commencé à cause d'abord l'activité familiale. Coucou Wata. Wata. Allô? Ouais, salut. Tu es là? Oui, agis la professeur. Oui. D'accord. Bien. On va. C'est quoi? Stop share. Arrêtez tout. Ouais. Non. Non, il dit pas.